Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, quelques petits exercices de révision dans le chapitre 1, 2, 3. Donc, je vous ai préparé quelques petits numéros. J'ai commencé de débuter ça avec le P4 dans le chapitre 1. Donc, je suis allé avec les questions peut-être qui étaient un peu plus fréquentes là, dans les numéros. Donc, on commencera avec, comme je vous disais, le P4 du chapitre 1. P4. Donc, c'est le truc avec les deux ressorts qui oscillent. Donc, vous avez un système qui ressemble à ça, avec une masse ici qu'on appelait grand M et une petite masse par-dessus ici qu'on appelait petit m. Donc, l'idée, c'est d'aller voir c'est quoi le coefficient de frottement statique minimal nécessaire pour que le petit bloc ne glisse pas, ne quitte pas en fait le gros bloc grand M. Donc, c'est ça. L'idée, en fait, on a pas mal deux gros concepts à faire ici. Écoutez, par où commencer? Je pense que la chose la plus simple à faire, c'est d'aller faire notre deuxième loi de Newton sur notre petit bloc. Donc, c'est une des deux équations qu'on va avoir besoin pour solutionner ça. Si tu regardes ton petit bloc qui est ici, lui, la seule force qui va être appliquée sur lui, donc le ressort est attaché sur la grande masse. Donc, on va être obligé de tenir compte de la masse totale quand on va calculer nos oscillations. Mais quand on va faire seulement le coefficient de frottement, donc le frottement va être appliqué uniquement, donc si notre point d'équilibre était ici, puis on se trouvait, disons, à l'amplitude ici, le frottement ici va être une force qui va nous attirer vers la gauche, donc notre frottement statique Fs qui va nous attirer vers la gauche. Si vous ne vous rappelez pas comment calculer un coefficient une force de frottement statique, vous l'avez sur votre feuille de formule. Donc, ça donne que la frottement statique est égal au coefficient de frottement statique fois sa normale. Donc, on a un normal qui va être appliqué justement par mg avec la petite masse parce qu'on est parfaitement à l'horizontale. Donc, voilà, c'est pas mal la première chose qu'on a à faire là-dedans. Puis, on va dire que ça va être égal, dans le fond, à MA. Petit m seulement parce que le frottement est appliqué seulement sur la petite masse. Il n'y a pas de frottement ici entre la surface et grand M et la surface du bas. Donc, ça va être égal à M fois A. Et tout ça, on va travailler en X, donc MAX. L'idée, c'est que nous, on va avoir besoin du coefficient de frottement minimal pour appliquer ça dans une situation où le frottement va être nécessaire d'être le plus grand. On voit que le frottement ici dépend de l'accélération. Si on se trouve à une situation qui n'a pas d'accélération, on est dans une situation qui n'a pas de force, donc il n'y a pas de frottement. F égale MA, ça reste toujours vrai. Donc je rappelle que si on est au point d'équilibre, donc on va essayer osciller nous entre moins A et A. Au point d'équilibre, c'est là que notre vitesse est au maximum, mais que notre accélération est nulle. Donc il n'y a pas de force autant au niveau du ressort que du frottement. Donc à ce point-là, on a une accélération qui est nulle. Par contre, quand on est à l'amplitude, c'est là que l'accélération est maximale. Et donc, c'est là que notre frottement statique va être important qu'il soit le plus élevé possible. Donc, on va aller travailler avec ça. Donc, on va dire que notre accélération ici, pour avoir notre frottement qui est nécessaire pour tenir notre bloc en ligne, ça va être au moment où l'accélération va être maximale. Et les accélérations maximales, c'est quelque chose qu'on a déjà fait quand même quelques fois. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va devoir avoir à faire ici. Donc, si je réécris ça un petit peu proprement, on va dire que mu S va être égal à M fois A max. Mu S fois ma normale. Et ma normale ici va être donnée par mg parce qu'on est vraiment à l'horizontale. Donc, ça veut dire que ma normale de contact va être par en haut ici et ma force gravitationnelle Fg va être par en bas ici. Donc, les deux vont être parfaitement égales. Donc, on calcule notre force gravitationnelle par son module qui est égal à mg. Donc, petit m fois max. Donc, on voit ici que les masses se simplifient. Donc, on a tout simplement que mu S va être égal à fois G va être égal à notre accélération maximale. Donc voilà, si on réussit à trouver ce qu'est notre accélération maximale, on a gagné. Et on va la trouver quand même relativement facilement. Je vous rappelle que notre équation d'accélération pour un mouvement harmonique simple est toujours donnée par A de t qui va être donnée par A, plus ou moins, là, donc on avait souvent un moins ici, mais A oméga au carré, on avait dit moins A oméga au carré sinus de oméga t plus phi. Donc voilà, je vous rappelle que si on veut la valeur maximale de notre accélération, on va regarder quand est-ce que notre sinus vaut plus ou moins 1. Donc si on prend la valeur maximale, donc si on veut travailler en module, on va dire que tout simplement notre accélération maximale est égale à A fois oméga au carré. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait quelques fois. Donc on a notre accélération maximale, on pourra la mettre égale ici, tout simplement. Donc mu S fois G qui va être égal à
A fois oméga au carré. Donc, tout ce qui nous manque, dans le fond, parce que l'amplitude, dans le problème, on la donne. La fréquence angulaire, on la donne pas. G, on connaît ça, c'est 9,8. Puis mu s, c'est ce qu'on cherche. On va devoir trouver notre fréquence angulaire avec les masses. Donc, si tu fouilles sur ta feuille de formule, une des premières formules que tu retrouves, c'est oméga qui est égal à racine de K sur M. Donc voilà. Juste faire attention ici, c'est notre système au complet qui oscille. Donc c'est tout ça qui va se déplacer de gauche à droite, qui va se promener entre nos deux amplitudes. Donc c'est la masse totale de ça. Le ressort en réalité va tirer sur tout notre système au complet. Donc quand on va le faire ici, il faut faire attention de bien ajouter la masse du gros bloc. Donc considérer les deux masses ici pour qu'on ait bien la bonne fréquence angulaire. Donc une fois qu'on a ça, on va dire que mu s fois g va être égal à A fois notre oméga au carré. Donc on va mettre ça au carré, donc on va avoir tout simplement K sur petit m plus grand M. Et c'est pas mal ça qu'on a de besoin. On a pas mal fini. Donc tout ce qui nous reste, c'est d'isoler notre mu s. Donc mu s va être donné par A K sur G parenthèse petit m plus grand M. Oui, il y avait façon de trouver des valeurs numériques de tout ça, intermédiaires. J'ai aucun intérêt à pitonner 10 fois dans un numéro. Moi, quand je suis capable de faire ça en algèbre, c'est beaucoup moins long à écrire K qu'écrire des chiffres avec les unités et tout et tout. Donc, on perd en plus aucune précision à faire ça comme ça. Donc, c'est sûr qu'il n'y a jamais d'approximation ou d'arrondissement qu'on fait dans nos étapes intermédiaires. Donc, c'est ça la physique, c'est de trouver une formule qui nous permet d'être appliquée ensuite à n'importe quelle masse, n'importe quel cas, n'importe quelle amplitude, sur n'importe quelle planète, avec n'importe quel G. On va pouvoir utiliser toujours cette formule-là pour une situation semblable à celle-ci. Donc, si on pitonne ça, donc je l'ai fait pour vous. Je suis arrivé directement. Donc, tout on les avait, là, si je me rappelle bien dans le problème. Donc, la petite M, c'était 1 kg, le grand M, 6 kg, G, j'ai pris 9,8. L'amplitude, on vous l'a donné dans le problème, c'était 0,4 mètres. Et la constante de rappel, on vous la donnait, qui était 20 newtons par mètre. Donc, vous avez tous les trucs qu'on avait besoin là-dedans. Finalement, moi, je suis arrivé à 0,136054421. Bien sûr, j'ai bien exagéré les chiffres significatifs. Donc, avec un numéro comme ça, évidemment, votre manuel, ils ont tendance à arrondir à 3 chiffres significatifs. Moi, je vais vous donner des chiffres significatifs un peu plus précis là, dans l'examen pour que vous puissiez avoir à évaluer votre précision au niveau des chiffres significatifs de votre réponse. Donc voilà, pour ce numéro P4. Je vais enchaîner avec un numéro dans le chapitre 2 que j'ai choisi, le numéro 2.24. Le numéro 2. Le numéro 24 du chapitre 2. Donc, un numéro assez classique là, d'une fonction d'onde qu'on nous demande de trouver son équation là, en fonction de des trucs. C'est des choses, je pense, que j'ai déjà faites, mais ça va être un bon exercice de révision. Il y a pas mal tout là-dedans. Fait que c'est ça. Écoutez, je le relis avec vous. Là, une onde sinusoïdale progressive à une amplitude de 0,05 m, un nombre d'ondes de 0,1 radian par mètre. Donc, tout de suite, on peut écrire que notre amplitude est de 0,05 m. Notre nombre d'ondes, ben, ça, c'est K qui est égal à 0,1 rad par mètre. Beaucoup de gens m'ont posé la question, est-ce que c'est vraiment seulement en mètre à la moins 1 ou en radian par mètre? C'est la même chose. Je vous rappelle que par définition, là, un radian, ça n'est pas une vraie unité. Là. C'est juste là pour nous rappeler qu'il faut mettre que c'est pas des degrés dans le fond. Si tu regardes sur ta feuille de formule, la définition d'arc de cercle, S, qui est un arc de cercle en mètres, c'est égal à θ fois R. R étant ton rayon en mètres, θ ton angle en radian. Fait que si tu fais θ qui est égal à S sur R, ben, des mètres sur des mètres, ça fait quoi? Ça fait rien ou des radians. Donc, oui, radian peut être là comme ne pas être là. Les deux, je vais l'accepter, il n'y a aucun problème. C'est pas une erreur si tu le mets ou tu ne le mets pas. Si tu demandes constante de phase, ben, mets-moi des unités. Il faut mettre les radians. Mais pour le nombre d'ondes, comme on a déjà mètre moins 1, c'est correct de ne pas mettre radian, mais on peut le mettre aussi, il n'y a pas de problème. Si on a notre problème. Vitesse de propagation, on nous donne une vitesse de propagation qui est égale à 50 mètres par seconde. Quoi d'autre? On nous donne une situation. Donc, on nous dit que la vitesse est vers les x négatifs. Donc, je vais pouvoir mettre un vecteur ici. Donc, on est négatif en i. Ce qui va nous aider à mettre le bon signe dans notre formule. Et ensuite, on nous donne une situation. On nous dit que y est égal à 1,25 fois 10 à la moins 2 mètres à
x est égal à 0 et t est égal à 2 secondes. Et on nous dit aussi qu'à ce même moment-là, on a que la dérivée partielle del y sur del x qui est négative. Cette information-là, elle a l'air bien superflue au début, mais ça va nous permettre de voir quelle constante de phase est bonne à la fin. Donc, on n'a pas besoin tout de suite, mais on en aura besoin à la fin. Donc, première chose qu'il faut se rappeler, c'est l'équation d'onde. Donc, y de xt est égal à a fois sinus de kx plus ou moins oméga t plus phi. Donc, le plus ou moins, il représente quoi? Ben, il représente la direction de l'onde. Donc, comme là, on a une vitesse qui est vers les x négatifs, il faut mettre un plus dans notre équation d'onde. Ça ne peut pas être un moins. Le moins, on le met quand l'onde se déplace vers les x positifs. Donc, voilà, tout de suite, ça, on l'a déjà réglé en partant. Maintenant, notre amplitude, on la connaît, elle est ici. Notre nombre d'ondes, donc l'amplitude, on l'avait au départ. Même chose pour notre nombre d'ondes K qui est ici et notre amplitude est ici. Donc, on peut le remplacer directement. Et finalement, pour trouver notre oméga, ben, c'est pas si compliqué. On a une formule qui nous permet de faire quelque chose avec la vitesse de propagation. Donc, on peut dire que V est égal à oméga sur K. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir dire que oméga va être égal à V fois K. Dans ce cas-ci, je l'ai pitonné à quelque part. Je suis arrivé à 5 rad par seconde. Donc, voilà, écoutez, on a tout ce qu'on a de besoin là-dedans. Donc, on a y de x et de t qui va être égal à 0,05 sinus de... Donc, mon nombre d'ondes, 0,05 fois x plus oméga qui est égal à 5 radians. Donc là, pour les chiffres significatifs de votre manuel, encore une fois, toujours un petit peu étrange. Plus phi, donc la dernière quantité qui va nous rester à trouver. Donc, on a presque fini déjà. Il nous reste juste à trouver quel est notre... excusez, j'ai mis le mauvais cas ici. Ça vaut 0,1. C'est vraiment lui ici. J'ai mis l'amplitude. Donc voilà. Donc la dernière chose qui va nous rester à trouver, ça va être le phi. Pour trouver notre phi, on va servir notre condition à donc notre position avec le temps et la position x qu'on connaît. Donc on va remplacer. J'aurais dû mettre des nouvelles pages. Ça marche pas mon affaire. Je prends une pause, j'essaie de m'organiser. Donc oui, j'ai trouvé ma façon de m'organiser. Donc, tout ce qui nous reste à faire... Excusez-moi, j'ai enlevé les petites puces. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est, comme je disais, remplacer avec notre position, avec notre temps et notre position à x. Donc, on va avoir notre... « 1,25 fois 10 à la moins 2 mètres qui va être égal à 0,05 mètres fois sinus de... donc là, j'avais un x égal à 0, si je me rappelle bien. Donc, 0 plus 5 fois 2 secondes, plus mon phi que je cherche en ce moment. Donc, si je fais la division ici pour isoler le sin, je suis arrivé à 0,25. Donc, 0,25 qui va être égal à sinus de 10 plus phi. Donc, voilà ce à quoi j'arrive. Pour faire mon sin moins 1, ben, je vais avoir, comme d'habitude, deux réponses. Donc, si je fais le sin moins 1, tout simplement ce que ma calculatrice me donne, j'arrive ici à 0,2526 0,526 0 2, 5, 5, bon, je suis peut-être un petit peu exagéré, qui va être égal à 10 plus mon phi 1. Et dans le deuxième cas, ben, je vais avoir cette réponse-là. En fait, c'est ce chiffre-là hein,
que je dois modifier. C'est lui la réponse de mon sin -1. C'est pas le phi que j'isole, c'est vraiment lui que je dois ajouter, que je dois modifier. Donc, dans le cas d'un sinus, je vous rappelle que pour la deuxième réponse, on fait cette réponse, on fait phi moins cette réponse-là. Donc, j'ai fait ça. Je suis arrivé à 2,8889. Bon, je vais m'épargner un petit peu de chiffre significatif, là, qui va être égal à 10 plus phi. Donc, là, il faut que j'isole mes deux phi, donc ça serait mon phi 2. Si je le fais pour le premier, j'ai un petit problème, c'est que je me rends compte que si j'isole mon phi, donc j'arrive avec phi 1 qui est égal à moins 9,747 radians. Donc ça ne peut pas être bon, évidemment, parce que c'est pas entre 0 et 2π. Donc je vous rappelle que si on a une constante de phase qui n'est pas entre 0 et 2π, il faut la ramener entre 0 et 2π. Donc on a quelque chose qui est cyclique, qui se répète à tous les 2π. Donc on va ajouter des multiples de 2π jusqu'à temps qu'on tombe entre 0 et 2π. Donc cette fois-ci, il faut que j'ajoute 4π pour que ça fonctionne. Donc finalement, quelque chose qui est équivalent à ça, mais qui est entre 0 et 2π, ça correspond à 2,81905, on va s'arrêter là, radians. Même chose pour l'autre côté, j'ai le même genre de problème, donc j'arrive avec un phi 2 qui est égal à moins 7,11108 rad. Donc, évidemment, on ne peut pas garder ça. Donc, il faut ajouter encore une fois des multiples de 2π jusqu'à temps qu'on tombe entre 0 et 2π. Encore une fois, il faut ajouter 4π. Ça va souvent être le même, le chiffre des deux cas, mais ça ne veut pas dire, là, c'est... Il ne faut pas se fier à ça. Moi, j'arrive ici à 5,4528 radians. Donc maintenant, j'ai deux valeurs de phi. La question qui reste à répondre, c'est est-ce que c'est phi 1 qui est bon ou est-ce que c'est phi 2 qui est bon? Comment je fais pour savoir? Ben, c'est avec ma condition que ma dérivée, donc la pente de ma fonction, donc ce que j'avais dit ici, la pente de ma fonction doit être négative. Donc, je dois évaluer c'est quoi del y sur del x. Et prendre laquelle des deux qui est négative. Donc, c'est ça qui va arriver, c'est que dans le fond, je vais avoir les deux exactement la même valeur. Donc, ma dérivée va donner le même chiffre, mais une valeur positive, une valeur négative. Donc, comme je vous expliquais la dernière fois, ça représente un qui va à une vitesse dans un sens, l'autre qui va à une vitesse dans l'autre sens, mais au même point. Notre oscillation n'est pas à l'amplitude. Donc, elle est quelque part entre les deux. Ben, elle peut être en train de monter ou elle peut être en train de descendre. Là, on ne le demande pas avec la vitesse, on le représente à l'aide de la pente, mais c'est possible qu'on soit au moment où la pente est en train de monter ou que la pente est en train de descendre. C'est lequel des deux qui est bon? C'est celui qui est de la pente qui est en train de descendre. Ben, il faut calculer la pente. Ce que je vais faire, c'est que je vais évaluer pour commencer del y sur del x. Donc, on va partir de mon expression générale, qui est celle-ci. Donc, l'expression générale pour ma fonction. Donc, j'aurais pu prendre celle qui est en dessous aussi, ça va venir pas mal au même. Je préfère toujours travailler avec les variables pour commencer parce que c'est moins long. Donc, si je dérive... je l'ai proche. Donc, je vais avoir A devant, c'est sûr. Ensuite, la dérivée de Kx. Donc, A, la dérivée de Kx, ben, ça fait K parce que dérive par rapport à X. Ensuite, la dérivée de... Ben, tout le reste, c'est des constantes parce qu'il n'y a plus de X. Ensuite, la dérivée de sin, c'est cos. Et je répète tout le reste. Donc, Kx plus oméga t plus phi. Donc là, reste à faire les deux valeurs. Donc, je vais remplacer... donc, je vais regarder premièrement avec phi 1. Qu'est-ce que ça donne avec phi 1 si je fais del y sur del t à l'endroit et au moment que je l'ai dit, donc avec les cas que je connais. Donc, je voulais pitonner. Je suis arrivé avec un phi 1 qui est égal à pas del y sur del t, excusez-moi. C'est del y sur del x qu'on fait ici. Donc, je suis arrivé avec le phi 1 à 0,004841. Ça, c'est sans unité. C'est del y sur del t, c'est une pente. Donc, c'est des mètres sur des mètres. Et si je le fais avec phi 2, ben, mon del y sur del x est égal à moins 0,004841. Donc, ça, il faut le pitonner dans la formule. Prenez le temps de le faire. Hein, c'est pas juste dire, ben là, je sais que ça va être lui, puis j'ai checké la réponse. Non, il faut le faire. Là. Puis à l'examen, je vais regarder si vous l'avez fait. Puis si vous l'avez bien fait, ben, je vais vous mettre des points. Puis si la réponse n'est pas bonne, puis je vois que tu as fait des démarches qui étaient bonnes pour te vérifier, ben, je vais avoir le goût de te donner des points. Si tu as juste pris un guess, puis ton guess n'est pas bon, ben, j'aurai vraiment pas le goût de te donner des points.
Donc, plus tu vas montrer que tu as compris de choses, plus moi, je vais être généreux. Donc là, on le voit bien, lui est plus petit que 0, lui est plus grand que 0. Donc ça, c'est pas bon. Donc phi 1 n'est pas bon. Celui qui est bon, c'est phi 2, c'est lui qui gagne. Donc finalement, ma réponse finale. Donc je vais avoir y de x et de t. Donc mon amplitude 0,05. Sinus de mon k qui était 0,1 si je me rappelle bien, oui. Donc x plus, parce qu'on était vers l'ex positif. Le oméga 5 fois t et mon phi. Donc le phi, c'était mon phi 2, donc celui-ci. Donc 5,46 environ. 5,46 radians. Donc, comme je rappelle dans les fonctions d'onde ou dans les équations d'oscillateur harmonique simple, pas nécessaire de mettre les unités si on suppose que tout est... si on a mis tout en mètres et en radians là-dedans, lui en mètre moins 1. Donc voilà pour le 24. Le dernier que je voulais faire avec vous, c'est dans le chapitre 3. C'est le numéro avec le diapason qui était le numéro 58. Est-ce que j'avais mon diapason? Oui, ici. Donc, beaucoup de monde me demandait c'est quoi un diapason. C'est une petite fourchette qui ressemble à ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une fréquence. Donc, moi, c'est un La 440 qui, je me rappelle bien, est autour de 110 Hz. Là, je peux vous le tester là, avec ma petite application. Excusez-moi, j'aurais dû me prévoir d'avance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on tape. Il n'y a pas trop de son, mais quand on le dépose sur un objet, ben, on l'entend. Donc, si je le dépose sur mon ordi, ça va être encore plus évident. Donc là, je me dis que vous l'entendez quand même assez bien. Donc, celui-là, 440 est à... Oh, le téléphone ne veut pas le prendre. Bon, il résonne à 440 Hz. Donc, il porte bien son nom. Voilà, écoutez, c'est ça un diapason, donc ça sert justement à accorder les instruments de musique. C'est quand même assez désuet aujourd'hui, là, avec, vous voyez, juste avec notre téléphone, on est capable d'avoir quelque chose qui nous donne les mesures assez précises. Les puristes vous diront que ça, c'est plus précis et que, mais bon, il faut se fier à l'oreille des gens. Je ne veux pas m'embarquer dans ce débat, mais moi, je dois vous avouer que je suis bien fan du numérique. Vous devez vous en douter. Donc, le diapason. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est pas vrai. Un accordeur utilise un diapason pour accorder une corde d'un piano à 220 Hz. Donc, lui, son diapason, il est à 220 Hz, donc ça doit être un La aussi, mais qui est 2 fois plus grave que celui que j'ai ici. Ce qui se passe, c'est quand la corde est tendue à 600 Newton, ben, lui, il entend des battements à 2 Hz. Donc, la corde n'est pas bien accordée. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de battement. Quelque chose qui est bien accordé, c'est que les deux fréquences sont identiques. Quand les deux fréquences sont identiques, il n'y a pas de battement. Je vous rappelle que la fréquence d'un battement est toujours donnée par, en valeur absolue, la fréquence du premier moins la fréquence du deuxième. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que si on a le diapason, puis on a le piano, ben, on aimerait que les deux soient exactement à la même fréquence. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'on rejoigne la fréquence du diapason parce que là, on sait que la corde va être parfaite. Mais là, c'est pas le cas parce qu'on entend un battement qui est à 2 Hz. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a un écart de 2 Hz entre les deux. Le diapason, on sait qu'il est à 220 Hz. Mais en valeur absolue, qu'est-ce que ça peut être les valeurs du piano, de la corde qui est à 600 Newton, pour que ça donne des battements de 2 Hz? Bien, on a deux possibilités. C'est soit qu'on a un écart qui est à 218 Hz ou qu'on a 220 Hz moins 222 Hz. Donc, c'est lequel des deux qui est bon? C'est un des deux. Donc, est-ce qu'on a une corde de piano à 600 Newton qui est à 218 Hz ou une corde de piano qui est à 222 Hz quand on est à 600 Newton? Ben, la réponse à cette question est dans l'histoire qu'on dit que si on augmente la tension dans la corde, la fréquence des battements augmente. Donc,
on va retourner voir un petit peu en détail comment on établit la fréquence dans une corde. Donc, premièrement, je vous rappelle que la fréquence dans une corde est donnée par son numéro d'harmonique fois sa vitesse de propagation dans la corde, divisé par 2 fois la longueur de la corde. Aussi, la vitesse de propagation dans une corde est donnée par racine carrée de la tension divisée par la masse linéaire de la corde. Si je combine les deux, un petit peu comme on a fait au laboratoire, on a que la fréquence va être égale à mon numéro d'harmonique divisé par 2L fois racine carrée de la tension divisée par la masse linéaire de la corde. Là, il y a une chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les sons qu'on entend, c'est toujours les modes fondamentaux. Donc, si le son, on l'entend, ben, on est dans le n égale 1. C'est toujours ça. Les sons qui sont les harmoniques inférieures, qui sont mélangés à ce son-là, mais sont quand même très discrets. Puis de toute façon, un diapason, c'est pas comme une corde. Un diapason, ça résonne à 220 Hz, puis il n'y a pas d'harmonique après. Là. Donc, c'est vraiment un objet de métal là, qui oscille comme ça. C'est pas comme une corde qui peut osciller dans différentes harmoniques en même temps. Donc, très important de se rappeler qu'on a le mode fondamental, c'est le son qu'on entend. Donc, on travaille ici à n égale 1, parce que le son qu'on entend, ben, c'est l'harmonique fondamentale. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Ben, c'est juste qu'on va pouvoir simplifier notre formule. On va pouvoir dire que la fréquence dans la corde est donnée par 1 sur 2L fois racine de la tension divisée par la masse linéaire de la corde. Donc, c'est là qu'on va pouvoir raisonner un petit peu. Est-ce que notre corde de piano avec 600 newtons, est-ce qu'elle résonne... est-ce qu'elle résonne à 222 ou à 218 Hz? Parce que c'est ça nos deux possibilités. Ben, écoute, si tu augmentes la tension dans une corde, tu vas augmenter la fréquence. C'est directement proportionnel, il y a une racine carrée, mais les deux sont au numérateur, donc les deux vont changer dans le même sens. C'est pas directement proportionnel parce qu'il y a une racine carrée, mais les deux vont changer dans le même sens. Ça veut dire que si tu augmentes la tension dans une corde, tu augmentes la fréquence. Donc, si je suis à 218, donc je fais l'hypothèse que je suis ici, donc à 218 Hz. Si j'augmente la tension dans ma corde, donc si j'augmente le F qui est ici, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la fréquence que je vais entendre aussi, qui va être dégagée de ma corde. Donc, si j'augmente la tension dans ma corde, je devrais augmenter la fréquence. Donc, si je suis à 218 puis j'augmente la tension dans ma corde, j'ai vraiment à 219, éventuellement 220. Donc, autrement dit, la différence entre mon piano, qui est ce côté-ci, et mon diapason, qui est ce côté-ci, devrait diminuer. C'est pas ça dans le problème. Dans le problème, on dit que plus tu augmentes la tension dans la corde, plus la fréquence des battements augmente. Donc, ça veut dire que si tu augmentes la fréquence des battements, c'est que tu t'éloignes. Donc, tu vas augmenter l'écart. Tu augmentes les battements, tu augmentes l'écart en termes de fréquence entre tes deux fréquences. Donc, c'est pas ça. Si tu augmentes la tension, ben, tu passes à 219, tu t'es rapproché de 220. Donc, ça peut pas être 218. Ta corde était vraiment à 222 quand tu as commencé. Donc, c'est lui qui est bon. Ce que ça veut dire que ta corde qui est à 600 newtons, elle est à 222 Hz. Ben, c'est quoi la tension que tu dois la mettre pour qu'elle tombe à 220 Hz? On veut qu'elle tombe au même son que le diapason, c'est ça ta référence, donc c'est là qu'on veut niveler notre son. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, à chaque fois on compare des situations comme ça, je sais pas trop comment vous le dire, là, mais je vois beaucoup de démarches qui sont absurdes. Tu sais, si tu mets pas des trucs différents, tu peux pas avoir de différence. Une égalité, il faut que ça soit respecté, mais si, mettons, tu dis, ben, j'ai 2, puis j'ai x et y, puis là, c'est égal à 4 fois x et y. Ça se peut pas, ça. Mais tu peux dire que tu as x1 ici, y1, puis tu as x2, y2 ici, puis les deux vont changer, puis là, c'est possible que ça soit doublé d'un à l'autre. Mais si tu fais juste mettre x, y ici, puis x, y ici, ben x se barre avec x ici, y. Ben 2 égale 4.
Non, c'est pas vrai que c'était que 2 égale 4. Donc, il faut bien faire attention de bien différencier les trucs qui sont différents. C'est ça que j'essaie de dire. Quand tu compares deux équations, il faut que tu ajoutes un indice, que tu changes la lettre, que tu fasses une différence, tu mets un prime, tu mets quelque chose, tu mets une lettre majuscule, tu mets un caractère gras, tu changes de couleur, peu importe, mais il faut que tu changes quelque chose pour différencier les choses. Donc, la chose la plus simple, c'est de mettre des indices. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que j'ai une première fréquence. Ma première fréquence qui était à 222 Hz. Bien, ça, c'est donné par quoi? Bien, c'est donné par une corde d'une certaine longueur L. Bien, la corde, elle ne va pas changer dans mes deux situations. Qu'est-ce qui va changer, par contre? Ça va être ma fréquence. Donc, si j'ai ma fréquence 1, bien, j'ai ma tension 1. Mais j'ai la même corde, donc la masse unique va être identique. Ma deuxième situation, ma fréquence à 220 Hz, bien, j'ai encore la même corde. Mais cette fois-ci, je vais avoir une autre tension qui m'intéresse de trouver, donc F2. Mais c'est la même corde, donc c'est les mêmes mu. C'est là que c'est intéressant de se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va rester pareil. Bien, la longueur de la corde ne change pas sur un piano, là, c'est toujours fixe. Donc, on peut juste ajouter la tension dans cette corde-là. Puis la masse linéique de la corde, bien, à mesure qu'on l'étire, bien, c'est quand même très négligeable. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme différence de diamètre, là. Donc, l'idée, c'est juste de faire le rapport entre ces deux équations-là. Le rapport, ça veut dire faire une division. F1 qui est égal à 1 sur 2L racine de grand F1 sur mu divisé par mon F2 qui est égal à 1 sur 2L racine de F2 sur mu. Donc là, je fais ma division. Qu'est-ce que ça va me donner? Ben, F1 sur F2, c'est tout. 1 sur 2L divisé par 1 sur 2L. Bye bye. Ça s'annule. Ensuite, racine carrée de F1 sur racine carrée de F2. Ouais, racine carrée de F1 sur racine carrée de F2. Puis ensuite, 1 sur mu divisé par 1 sur mu, même si c'est dans racine carrée. Bye bye. Donc, c'est tout. C'est ce que j'avais besoin comme rapport. Mais là, je vois très bien que j'ai des fréquences qui sont différentes, parce que j'en ai une qui est la fréquence 1, l'autre qui est la fréquence 2. J'ai des tensions différentes, parce que là, j'ai la F1 et la F2. Donc, j'ai des tensions et des fréquences différentes. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, de pouvoir bien différencier les deux. Donc là, c'est ça. L'idée, c'est de trouver F2. Donc, je vais l'isoler. Donc, je vais avoir F1 au carré sur F2 au carré qui va être égal à grand F1 sur grand F2. Donc, si j'isole F2 ici, j'aurai donc F1 fois F2 au carré sur F1 au carré. Voilà. Donc, tout ça, ma fréquence 1 qui était la mauvaise... ma tension 1 qui était la mauvaise tension. J'ai mon 600 newtons qui était ici. Et mes fréquences que je vais mettre au carré, ben, la fréquence F2 qui est la fréquence que je veux. Donc, 220 Hz carré, divisé par la fréquence que j'avais à la tension 1. Donc, le 1 correspond au 1. Donc, j'avais 600 newtons quand j'avais 222 Hz. Mais là, c'est plus ce que je veux. Donc, ce que je veux, c'est retomber à 220 Hz. Je pitonne ça. Moi, je suis arrivé à 589,24 newtons. J'imagine que votre livre a mis 3 chiffres significatifs. Donc, voilà. Je devrais vous envoyer votre cours un petit peu plus tard cette semaine. Donc, je trouvais plus pressant de faire quelques exercices de révision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se voit dans nos petites rencontres cette semaine. Bonne semaine.